Palais du Peuple le 12 juin. Qu'est-ce que nos invités pensent de cette démarche de l'opposition, de poser une plainte contre un président en fonction? Que dit la Constitution à ces sujets? Est-ce que ce n'est pas une démarche vouée à l'échec? Eh bien, vous aurez les analyses de nos invités par rapport à ces sujets. Est-ce que ça va réussir ou bien on parlera encore on va encore mettre en avant la faiblesse de l'opposition? Vous aurez des analyses de nos invités à ces sujets. En justice, nous parlerons de ce procès du général d'armée Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, qui, avec ses complices, sont accusés devant la haute cour militaire de former un complot dans le but de changer par les armes le régime constitutionnel en République démocratique du Congo. La première audience était donc hier au palais de la justice. Nous allons commenter cette actualité avec nos invités. Merci de rester fidèles. Nous recevons Madame, Monsieur Confiance Kawete et Jean-Marie Kaminga. Ce sont les invités de ce jour. Confiance Kawete. Kawete, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Très heureux pour moi d'être encore une fois de plus sur ces plateaux. Et je ne sais pas si vous me permettez, avec votre permission, bien sûr, de remercier le gouvernement provincial des infrastructures, parce que juste en bas là, j'ai croisé un monsieur, monsieur John Ngangwata. Quand je l'ai croisé, ça m'a rappelé quelque chose. En son temps, il m'avait demandé de plaider pour... C'était d'ailleurs ici, sur ces plateaux. J'avais plaidé pour la réhabilitation du rond-point médical, Yolo-Ezo et puis l'avenue Mombele. Et à ces jours, des travaux sont en cours. Le rond-point médical est presque, je dirais, à 60% des travaux évoluent très bien. Le rond-point Yolo-Ezo de même, il y a des travaux qui s'effectuent actuellement là. Et puis l'avenue Mombele, c'est là où je peux dire que nous espérons au moins cette fois-ci que les travaux iront jusqu'au bout, parce que cette route-là les travaux ont été lancés, même les réhabilitations ont été relancées à plusieurs reprises sans suite. Mais nous espérons que cette fois-ci, maintenant que les travaux ont débuté, que ça évolue très bien, nous espérons que les travaux iront jusqu'au bout. Je salue également le téléspectateur, je salue mon co-débatteur avec qui je vais partager ces plateaux. J'espère que nous offrirons à nos téléspectateurs un débat qui sera un peu, je peux dire, républicain. Merci. Jean-Marie Kaminga. Bonjour. Bonjour, madame. Merci pour l'invitation. Bonjour à mon co-débatteur. Bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs qui vont nous suivre ce matin. Nous pensons débattre des sujets importants pour un peu aider notre population à comprendre un peu l'évolution de notre pays et trouver des solutions adéquates qui doivent aider ces pays à sortir de la situation dont nous vivons aujourd'hui. Merci. Je reste avec Jean-Marie Kaminga. Prenons ce premier sujet des officiers d'armée, notamment l'ancien chef d'état-major de forces armées qui sont à la barre, accusés des complots contre la République. Quel commentaire vous pouvez faire de cela? Nous prenons acte puisque jusqu'à preuve du contraire, ils sont présumés innocents. Nous allons suivre le procès, le moment venu que nous donnerons notre position. Mais pour le moment, nous prenons acte de ce qui se passe au niveau de la Cour. Mais là, ça ne vient pas appuyer la thèse de l'infiltration dans l'armée et que... Partout au monde, puisque c'est peut-être ce pouvoir qui nous fait croire que comme si l'infiltration était seulement le problème au niveau du Congo. Partout au monde, tous les services de renseignement, tous les services sont infiltrés, même des gouvernements. Aujourd'hui, quand vous allez en Amérique, vous trouverez que après-demain, vous verrez qu'un Américain est arrêté pour avoir travaillé pour le compte de la Chine, de la Russie. Vous irez en Russie, en Chine, c'est la même chose. Même des hauts gradés, chefs d'état-major. Je dis que partout au monde, ça se fait l'infiltration. Donc, les États s'infiltrent. C'est à nous maintenant de savoir comment prendre soin de nos services d'intelligence, comment encadrer nos services, limiter un peu ces infiltrations, peut-être même à 5-2%. Mais la réalité du monde est que
l'infiltration, c'est dans tout le pays du monde. Ça se fait, ce n'est pas une histoire nouvelle seulement pour le Congo. Quand vous parlez de limiter, là, vous entendez quoi? Donc, c'est pour Limiter dire que l'infiltration. dans toute sphère politique, tout le monde n'est pas des gens normaux. Il y a des gens qui travaillent pour leurs propres intérêts. On peut les utiliser. Mais c'est maintenant à l'État de comprendre des citoyens qui ne sont pas conformes à la réalité du pays. Dans tout le pays du monde, ces gens-là existent. L'infiltration est là. Et l'infiltration n'est pas un mot congolais. Donc, je dis que dans tout le pays du monde, aujourd'hui, vous verrez qu'en Chine, il y a un Chinois qui est arrêté, qui était de travailler pour donner des renseignements à l'armée américaine, par exemple la technologie et consorts. C'est ça l'infiltration. Donc c'est à nous maintenant, nos services d'intelligence doivent savoir ce qu'ils sont en train de faire. Le service d'intelligence n'est pas seulement pour arrêter et essayer un peu de traquer, non. C'est le cœur même d'un pays. Ce sont eux qui font des projections. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que nous devons prévoir le Congo de 2030, le Congo de 2050? Comment sera notre armée, la police? Quel comportement notre population doit avoir pendant cette période-là? C'est ça un peu la situation. Mais l'infiltration, nous en trouverons toujours et ça restera toujours. Il y a des leçons à tirer par rapport à Oui. ce procès. Oui. Voilà, moi je pense que pour le moment, nous prenons acte à l'évolution tout au long de ce procès, nous comprendrons beaucoup de choses et c'est en ce moment on va faire des commentaires. Merci. Confiance Kawete. Vous avez un mot à placer par rapport à ce procès dont on voit un chef d'état-major avec de si fortes accusations. Moi, personnellement, je dirais, quand je vois un haut gradé de l'armée devant la justice, je me dis, moi j'ai toujours rêvé d'un Congo où personne ne sera au-dessus de la loi. Quand déjà je vois un haut gradé de l'armée devant la justice, pour moi c'est une très bonne chose parce que ça prouve à suffisance que tout le monde peut être devant le juge. Mais attendons voir toujours la suite. Attendons voir la suite du procès. On saura parce que il est question de prouver, nous qui suivons ces procès, que nous soyons vraiment éclairés sur les dossiers. Si réellement il a été en connivence, ou il a trahi la nation, ou toutes les accusations à son endroit est vrai, que les preuves soient rendues et que nous ayons la lumière. Vraiment, moi, je rêve de ces pays où il n'y aura personne au-dessus de la loi, ou même un jour, on peut voir, pourquoi pas, un président de la République qui viole la loi devant son juge naturel. Donc, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Donc, déjà, le fait de voir un haut gradé de l'armée devant la justice, moi, je salue, c'est une très bonne chose, mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit être éclairé réellement sur le fait, sur la véritable réalité, la réalité réelle dans cette affaire-là, que nous soyons vraiment éclairés. C'est une très bonne chose parce que ça peut aussi protéger la République par la suite. Au cas où l'accusé sera coupable ou au cas où le preuve seront brandis qui prouvera à suffisance qu'il a été ou qu'il est complice ou qu'il est coupable, ça peut toutefois travailler dans la psychologie des autres dans l'avenir pour pouvoir, pourquoi pas, ne pas trahir la nation, de peur que vous tombiez dans ça, ou dans la justice, que la justice vous traque et que la justice vous condamne. Au cas contraire, au cas contraire, je pense qu'il faudrait laver la réputation de l'accusé. Il a été en détention pendant 2 mois. Donc, au cas contraire, il faut le laver. Il faut le laver, les dédommager et puis prendre de dispositions pour que dans l'avenir, nous ne puissions plus arrêter quelqu'un sans avoir de lumière claire dans les accusations qu'on lui reproche. Voilà, merci. Pour notre deuxième sujet. Moi, je voulais un peu parler de ce procès et pas l'actuel, mais nous pensons que quelqu'un qui est innocent, la justice ne peut pas être téléguidée politiquement. La justice
doit être réellement la vraie justice. Si la personne est innocente, il faut avoir aussi ce courage de la quitter au lieu d'être en difficulté, trouver toujours, puisqu'il y a des instructions, il faut nécessairement les condamner. Puisque moi, je parle, par exemple, j'ai suivi un peu le procès du général Yav. On a vu un peu comment est-ce qu'il y avait cette histoire de téléphone, il n'y avait pas des informations, mais lors de plaidoirie. Donc, il faut que notre justice soit réellement indépendante. C'est comme notre frère a dit, et c'est mieux que quand vous sentez que la personne est innocente, il faut la quitter, il faut dire le droit. Donc, c'est ça qui est important. Nous avons besoin d'un état de droit. Quelqu'un qui a commis des erreurs mérite la peine. Mais quelqu'un que vous sentez qu'il est innocent, et aussi ce courage-là de la quitter. Merci. Mais il y a d'autres procès où les gens ont été acquittés aussi. Bon, c'est ça. Le procès, tout le monde est présumé d'abord innocent. Soit tu es condamné, soit on t'acquitte. C'est tout ce que nous voulons, c'est cet état de droit et que le juge doit être réellement indépendant. Sa décision ne peut pas être motivée politiquement. Merci. Alors, nous prenons notre deuxième sujet, c'est la bataille constitutionnelle avec l'opposition après la ville morte. Et l'opposition annonce 2 activités dans le prochain jour. Le dépôt d'une plainte contre le président de la République pour coup d'État constitutionnel. Jean-Marie Kamenga, est-ce que cette démarche, elle est fondée, c'est pas dire elle est constitutionnelle, un président en fonction et une plainte contre un président en fonction? Oui, c'est fondé. Le problème ici que nous avons, c'est là où peut-être l'opposition actuelle est en train de faire réellement la démocratie que les autres voient comme si c'était des histoires extraordinaires. Et un président en exercice, nous avons vu aux États-Unis en plein mandat, et Clinton a été menacé d'être même d'impeachment. On devait même le chasser pour l'histoire de la dame Lewinsky. Et le Sénat a jugé Clinton jusqu'à trouver cette solution. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Le président de la République a prêté serment sur la Constitution, conforme à l'article 74, de respecter et de faire respecter la Constitution. Mais quand vous voyez la même personne qui a prêté serment sur le document, en prenant Dieu en témoin, qui prend le courage de prendre le même document, appeler ça ce chiffon sera changé. Qui a appelé ces chiffons? Le président de la République. Il a dit ces chiffons. Avec la Constitution, à Isiro. Avec ces mêmes termes-là que vous utilisez. J'ai dit bien le chiffon. À Lubumbashi. Mutumoko Akopeki Sangaïti. Donc, quand vous prenez ces histoires, le Parlement, qui est censé de condamner de tels agissements, qui devait mettre le chef de l'État devant son juge naturel, ne parvient pas, puisque ce Parlement est inféodé, c'est une caisse de résonance, alors le peuple, conforme à l'article 5, qui est celui qui donne le pouvoir, prend maintenant son destin à main. Donc, il se présente devant le juge naturel du président, on va déposer cette requête. Quand vous parlez du peuple, l'opposition, c'est les peuples. Je dis que le Congolais. Le peuple s'identifie à l'opposition. Je dis que même toi, tu es le peuple. Tu peux déposer une requête à la Cour. Non, je dis quand vous dites le peuple, oui, j'ai dit que la plainte, c'est l'opposition. J'ai dit que le peuple congolais, l'opposition, à travers elle, il y a la population. La majorité aussi, il y a la population. Le problème n'est pas là. Le peuple est des deux côtés. Voilà. Donc, il y aura une requête à la Cour. Ici, nous nous mettons, puisque quand vous prenez ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, avec la proposition de la loi référendaire, toute loi
doit être conforme à la Constitution. Mais quand vous prenez cette loi référendaire, quand vous prenez l'article 41, 42, 43, vous voyez que ils ne respectent même pas la Constitution. Donc c'est un groupe de gens qui ne respectent rien, qui veulent toujours... ils sont dans une rébellion contre les textes, les textes fondamentaux, les textes qui nous régissent tous. Donc c'est comme ça aujourd'hui, nous déposons la requête au niveau de la haute cour. C'est à la haute cour d'interpréter. Donc aujourd'hui, les gens reconnaissent, mais nous pensons que la cour, c'est lui. Après Dieu, c'est eux qui doivent protéger cette constitution. Et si la cour ne recevait pas cette requête, est-ce que mais vous êtes sûr qu'elle sera reçue? Non, non. Le peuple comprendra si la cour est politiquement motivée ou s'il y a l'indépendance réellement de la justice. C'est tout. Voilà. C'est ce que vous attendez de cette démarche. Non, nous attendons que aujourd'hui, il y a certains articles de la Constitution qui a été méprisé. Même le serment du président de la République n'a pas été respecté. C'est à la Cour maintenant de prendre part. Je reviens à vous avec d'autres questions. Qui ont confiance Kiawete. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche de l'opposition? D'abord, madame, moi, je me réjouis. J'ai toujours aimé la démocratie. Vous savez, d'un côté, il y a de ceux qui pensent qu'il faut changer la Constitution. De l'autre, il y a de ceux qui pensent qu'il ne faut pas changer la Constitution. Déjà, pour moi, je me réjouis parce que cela témoigne de la beauté de la démocratie. C'est-à-dire que chacun est libre de penser. Je peux dire, et ceux qui pensent qu'il faut réviser, et ceux qui pensent qu'il ne faut pas réviser ou changer, ça dépend du mot. Moi, je pense que tous les deux camps ont la liberté. Ont la liberté vraiment de pouvoir réfléchir par rapport aux intérêts des uns et de l'autre partie. Bon, la Constitution. Déjà, l'opposition, je l'avais dit il y a quelques semaines, qu'il ne faut pas négliger cette opposition. J'avais donné comme ça un conseil à l'Union sacrée, à ceux de l'Union sacrée, qu'il ne faut pas négliger l'opposition. Parce que c'est quand même vos adversaires, vous devez les considérer. Et nous avons tous vu ce qui s'est passé. La majorité, vous l'avez dit lors de votre introduction, la majorité parle d'un échec, l'opposition parle d'une réussite totale, mais nous, moi en tant que journaliste, je peux dire, j'avais constaté que ces jours-là, les activités n'ont pas tourné comme d'habitude. Il y avait un changement, et il y avait un impact comme ça sur le terrain. Bon, quand l'opposition envisage de déposer une plainte contre le président de la République, moi je dis, est-ce que le président de la République et son camp, les faits pour eux de penser, changer ou réviser la Constitution, est-ce qu'ils ont commis un péché? Je ne pense pas. Ils ont cette liberté. Ils ont cette liberté de réfléchir. Ils ont cette liberté de penser par rapport à eux. Ce sont eux qui sont en train de gouverner. S'ils voient que voilà, cette Constitution-là est en train de les bloquer, les empêche de travailler, ils ont tout à fait raison. C'est logique qu'ils pensent à changer. Mais ici, la question que moi je me pose, oui, cette Constitution que nous avions aujourd'hui a des failles. La Constitution a des failles, certes. Mais est-ce que s'il faut changer la Constitution, pour quelle cause? Pour quel but? Moi, je suis pour, pas seulement la Constitution, mais même tout le texte qui accompagne cette Constitution-là. Moi, je suis pour que nous puissions revoir nos textes. Madame, ce n'est pas quand même normal qu'on empêche à une personne qui a son argent de pouvoir, par exemple, construire la route. Je donne un exemple. Un millionnaire arrive dans un quartier comme Mombele, il achète sa parcelle et il veut y résider. Il a ses véhicules, mais la route est impraticable. S'il a ses moyens, pourquoi ne pas le permettre de pouvoir asphalter cette route-là? Moi, je pense en lieu et place
de l'empêcher, de lui demander de donner ses moyens à l'État pour que l'État exerce les travaux, il faut peut-être mettre en place un mécanisme d'accompagnement. L'expertise, par exemple, de l'OVD. L'obliger, par exemple, si vous voulez faire ça, associer l'OVD pour que vous puissiez réhabiliter la route. Parce que s'il réhabilite cette route-là, ce ne sont pas seulement ses propres véhicules à lui qui passeront par là. Tous les véhicules de ses voisins ou de ceux qui viendront sur cette avenue-là, ils vont passer par là. Mais c'est aussi la beauté de quoi c'est un avantage pour l'État. Donc, mais ceux qui sont contre évoquent l'opportunité des temps, le moment d'asphaltage de cette route, c'est-à-dire que vous avez été là longtemps, c'est... Pourquoi seulement ce moment? Mais l'État lui-même... Quand vous donnez l'exemple de la route, là... Oui, je suis passé par ici. D'ailleurs, je l'ai dit lors de mon allocution au début de l'émission. Je dis que je plaidais ici pour le rond-point médical. Madame, le rond-point médical, ce n'est pas la première fois qu'on le réhabilite. La réhabilitation a eu lieu à plusieurs reprises. On réhabilite nos routes ici, on le réhabilite presque à tout moment. C'est l'État qui exerce les travaux. Est-ce que la durabilité, l'État exerce les travaux, est-ce que ces routes-là durent réellement et vraiment? Là, ce n'est pas une raison. Est-ce que l'exemple là, ça tient avec la Constitution? Bon, je dis ceci. Par là, je voulais dire quoi? Par là, je voulais dire qu'il y a des choses qu'il faut revoir dans nos textes à nous, avantageux pour le peuple. Mais changer la Constitution, si la majorité veut changer cette Constitution-là pour donner un troisième mandat au président de la République, là, je me dis, mais pourquoi changer la Constitution? Donc, vous êtes pour qu'on puisse toucher quelques articles? Oui, on doit toucher les articles. Alors, nous sommes dans la démarche de l'opposition. Oui, j'en viens. Maintenant, j'en viens à la démarche de l'opposition. Il faut simplement interroger la loi. Je pense qu'ils sont dans leur droit aussi de pouvoir déposer une plainte contre le président de la République. Je suis sûr qu'ils les feront à la Cour constitutionnelle, mais au juge de la Cour constitutionnelle de dire la loi. De dire simplement la loi. Est-ce que vous imaginez un peu ces scénarios? Des juges reçoivent, il répond favorable à cette requête, ou ça sera du genre... Mais là où je ne suis pas d'accord, oui. Là où je ne suis pas d'accord, madame. La requête reçue mais non fondée. Oui, c'est ce que là où je ne suis pas d'accord. Est-ce que le président l'est fait pour le président et son camp? Parce qu'il faut dire ici que le président lui-même, il n'a pas dit clairement qu'il veut le changement peut-être de la Constitution. Nous avons suivi lors de son point de presse. Il a dit si le peuple lui demandait de débriguer un troisième mandat, il le fera. Mais est-ce que les faits pour le président ou pour son camp politique qui est l'Union sacrée d'envisager de changer la Constitution, c'est un péché? Si ce n'est pas un péché, ils sont libres de réfléchir. De la même manière que l'opposition pense qu'il ne faut pas changer la Constitution, de la même manière, le pouvoir en place a aussi le droit de penser ou la liberté de penser qu'il faut changer cette Constitution-là. Bon, attendons voir la démarche. Moi, je dis simplement qu'ils déposent leur plainte au juge de la Cour constitutionnelle plutôt de dire la loi. C'est simple. Quelle fin les juges de la Cour constitutionnelle vont réserver à cette requête de l'opposition? Déjà, contre un président en fonction. C'est ça la grande question. Déjà, le fait pour moi de voir que le président est libre et son camp politique de penser à revoir ou à changer la Constitution, je ne vois pas l'infraction. Il parle d'un coup d'État constitutionnel. Je ne vois pas l'infraction, moi, parce que on parle du changement de la Constitution. Ils veulent passer, nous sommes à la 4e République, ils veulent passer de la 4e à la 5e République. Moi, je ne trouve pas un péché. Voilà pourquoi je dis, ma conclusion, je peux dire que je ne pense vraiment pas qu'avec cette démarche-là, l'opposition trouvera gain de cause. Ils ne trouveront pas gain de cause. Non, je ne pense pas. Alors, Madame. Jean-Marie Kaming, avant de parler des éléments probants pour étayer vos accusations. Vous savez, c'est là l'erreur de ce pouvoir. Et c'est là où moi j'appuie le professeur Mampouya, quand il a dit que on a mis ces débats de la Constitution au niveau de bas étage. Donc, n'importe qui aujourd'hui peut parler de la Constitution. La Constitution, c'est un débat scientifique.
La Constitution, il a parlé aujourd'hui, par exemple, des histoires des routes, quelqu'un construire des... Quand vous allez à l'étranger, vous verrez, il y a des autoroutes privées, il y a des péages. Ce n'est pas la Constitution. La Constitution est la loi mère. Vous avez d'autres lois qui s'accommodent à la Constitution. Personne ne refuse à ces gouvernements de réviser la Constitution, puisque la Constitution en elle-même a donné des prérogatives de la réviser. Mais la Constitution, conforme à l'article 218, 219, nous interdit à des moments clés quand le pays est en état de siège, puisque Peter Kazadi a reconnu que notre pays n'est pas en guerre, puisque le président de la République n'a jamais déclaré la guerre. Mais quand même, il y a l'état de siège. Pendant l'état de siège, on ne peut pas parler de la révision de la Constitution. Mais on peut quand même parler des élections. C'est que l'opposition souhaite. J'ai dit ceci. Oui, parce que vous... Non, nous sommes ici dans... Je reviens, oui. Je reviens à la jurisprudence. En 2023, ce n'est pas nous qui étions au pouvoir. C'est le même majorité qui est au pouvoir qui a organisé des élections. Ils savaient que l'Est était en guerre. Rutshuru n'a pas voté, Masisi n'a pas voté. C'est la jurisprudence. Nous restons dans cette jurisprudence. Comme ils en ont fait en 2023, ils le feront de même en 2028, même si ce parti est en guerre. Seulement pour les élections. Non, j'ai dit ceci. Pour autre chose. Oui, c'est pour dire ceci. Non, s'il veut faire le référendum, qu'ils acceptent la balkanisation du pays. S'il veut faire le référendum, puisque la jurisprudence a fait ceci, Masisi n'a pas voté, Rutshuru n'a pas voté, ils ont reconduit les députés de 2018 de Masisi et de Rutshuru. Donc en 2028, si Goma n'est pas récupéré, si Masisi n'est pas avec nous, Nyiragongo n'est pas avec nous, et Bukavu, toutes ces histoires ne sont pas avec nous, les mêmes députés de 2023 seront reconnus. Mais les gens de ce coin-là ne vont pas voter. J'ai dit j'ai dit ceci. Je suis dans la jurisprudence. Oui. C'est eux qui ont fait ça pour que Félix ait le deuxième mandat, puisque le premier mandat était pour lui au nom propre. Et tout le monde disait qu'il n'avait pas gagné en 2018. Il voulait se faire rêveur président en se donnant 73% au deuxième mandat pour se confirmer un président élu. Donc, c'est la même jurisprudence qui doit être faite en 2028. Donc, je voulais dire ceci. La Constitution que nous parlons ici, ce n'est pas ce que lui parle. Personne ne refuse à cette majorité, puisque ici, il n'y a plus un problème de réviser la Constitution. Aujourd'hui, la majorité a l'intention de changer la Constitution. C'est bien sûr la nuance, hein? Réviser et changer. Oui, il faut qu'à nous, la notion révision n'existe pas, puisque la Constitution en elle-même a déjà donné le moyen de la réviser. Ce que vous refusez, c'est les changements. C'est le changement. Alors, revenons sur la plainte. Oui, donc nous disons ceci. Avec tout ce qui se passe, le juge constitutionnel qui interprète la loi, qui est le maître, et puis il faut savoir une chose, quand il dit que le président en fonction, ces juges-là peuvent faire, vraiment, vous êtes sûr que les juges peuvent accepter. En droit, le président de la République nomme le juge de la Cour constitutionnelle. En retour, le juge de la Cour constitutionnelle est ingrat envers le chef de l'État. Selon le droit. Selon le droit. En réalité. Donc toi, tu me nommes, mais je peux te juger. Je ne suis pas obligé de suivre ce que toi, tu me demandes. Donc, il nomme, mais moi, je deviens ingrat envers toi. C'est ça le principe des droits. Donc, vous expliquez à ce que la Cour constitutionnelle se conforme à ce que vous venez de dire. Moi, je dis que nous allons déposer la requête. C'est à Kamoleta et ses collègues
de voir si notre requête est fondée. Il doit avoir le courage de convoquer Félix à un jugement. Alors, vous avez parlé des éléments probants pour étayer vos accusations. Nous avons dit la violation de cette constitution et nous avons cité l'article 74 qui n'est plus respecté. Il ne respecte même pas sa propre serment. Nous avons parlé de ce qui se passe et de lois qui ne sont pas conformes à la constitution. Donc, il y a des éléments. Nous ne pouvons pas aller devant la cour. Au moins, tu reconnais qu'à l'opposition, nous avons des juristes très chevronnés, peut-être que tout le monde reconnaît dans ce pays. Même quand ils étaient au niveau des PAJ, c'était des gens qui pilotaient même le loi de la République. Donc, ce ne sont pas des naïfs qui vont aller à la cour. On va à la cour avec des éléments probants et des éléments costauds qui doivent mettre nos juges devant leurs responsabilités et qui doivent réellement dire le droit. C'est déjà le 9 juin. Hein? Le 9 juin. Alors, voilà. Si aujourd'hui l'opposition change, passe à une autre étape, c'est-à-dire juridique, à la justice, c'est-à-dire que l'étape précédente, la ville morte, ça a échoué ou c'est une réussite? Parce que vous changez des fusils d'épaule. Non. Ce n'est pas que nous changeons de fusil d'épaule. Oui. Ce sont des étapes. Donc, nous sommes dans la légalité. Si vous partez d'une étape à une autre, il y a eu réussite ou échec? Non. C'est ça. Ce sont des actions que nous avons prévues. Donc, après les 9, voilà. Après les 9, les 12, nous allons faire un sitting au niveau du Parlement, au Palais du Peuple. Avec la population? Avec toute la population congolaise. Au Palais du Peuple. Pour retirer cette loi. Encore, pour retirer la loi. La loi référendaire, cette proposition de loi, doit être retirée. Cette loi référendaire doit être retirée. Et c'est ça le droit. La population a droit aussi à la désobéissance civile. C'est constitutionnel. Quand viendrait-il si la démarche de la majorité continue avec leur démarche? Mais vous savez que la loi référendaire n'était pas retirée. Qu'est-ce que vous allez devenir l'opposition? Nous continuerons toujours. Le peuple sera toujours avec nous. Et à l'époque de Kabila, le recensement était la condition pour aller aux élections de 2016. Le recensement n'a pas eu lieu. Donc, tout le manœuvre que le pouvoir de Félix mènera sur terrain, l'opposition serait obligée de le contraindre par des actions sur terrain. Et nous trouverons la solution. Jusqu'en 2028, tout partira. Confiance Kawit. Il a parlé des éléments probants par rapport à l'ère de marche. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que quand on suit les juristes aussi, parce que les juristes, ils sont partout. Je ne dirais pas, comme j'ai entendu un jeune, je l'ai vu, je pense, c'était sur Facebook, il dit qu'il a envie de déchirer ses syllabus du droit, ce qu'il a appris à l'université. Alors, à un certain moment, je dis, le juriste, moi je ne suis pas juriste, mais nous nous référons aux juristes pour avoir la lumière. Mais à un certain moment, le juriste aussi ne nous facilite pas la tâche. Pourquoi? Vous prenez deux juristes, vous prenez pas même des éminents professeurs, vous prenez deux juristes, l'un est de la majorité, l'autre est de l'opposition. Vous leur posez une seule question, vous aurez deux réponses et deux interprétations différentes. C'est là où ça dérange aussi. Pourquoi? Parce que les droits, je pense, le droit est unique. Le droit n'est pas deux. Quand il y a une question juridique qui est posée, donnez-nous la réponse juridiquement. Mais vous verrez, chacun est en train de s'épancher du côté de quoi? De son appartenance politique. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je sais que pendant l'état de siège, on ne peut pas plutôt changer la Constitution. Là, c'est dans la Constitution. La majorité ici parle de changement de la Constitution. Donc, ils ne veulent plus de cette Constitution parce que selon eux, cette Constitution n'est pas adaptée aux réalités
congolaise. C'est là où je dis qu'ils sont tout à fait, où ils ont la liberté et aussi de penser de cette manière-là qu'il faut changer. Libre, oui, mais conforme à la loi. Ça, c'est ce que... Milliardaire qui va à Mombele, qui a des véhicules, qui veut construire la route. Ce n'est pas la Constitution. Ce sont des lois de la République qui doivent maintenant être conformes à la Constitution pour la bonne marche du pays. Et puis de deux, c'est où les débats sur la Constitution deviennent un peu bizarres dans notre pays, puisque le débat n'est pas... Je pensais que j'étais dans mon temps d'antenne. Non, je te redonne la parole, je te redonne mes excuses. Donc, c'est pour dire ceci. Nous disons ceci. Personne ne refuse à la majorité, si on n'était pas à l'état de siège, de réviser cette constitution. Merci. Quand Kabila avait révisé la constitution en 2009 ou 10, nous étions à l'opposition, on a accepté cette révision. Ça n'a pas posé problème. Le problème aujourd'hui, c'est cette intention du pouvoir. Ils ont exprimé. Il a dit quelque chose ici. Non, ce n'est pas votre temps d'antenne. Alors, aujourd'hui, la préoccupation, c'est que cette bataille constitutionnelle, ça quitte maintenant des manifestations. Maintenant, ils emmènent ça devant la justice. Est-ce que ça va aboutir? C'est ça même le débat du jour. Moi, je doute d'ailleurs fort. Bon, avant tout, je voulais balayer quelque chose ici. Au début, je l'ai bien dit. Moi, je suis pour qu'on change de texte. Je parlais de la Constitution, ainsi que tout le texte qui l'accompagne. Je ne peux pas parler que de la Constitution. L'exemple que j'avais illustré ici, c'est par rapport au texte qui accompagne cette Constitution-là. Bon, la démarche de l'opposition, déjà, madame, je l'ai dit. Moi, je doute fort qu'ils aient gain de cause. Pourquoi? Parce que dès lors que chacun est libre de penser et que la majorité ou l'Union sacrée pense changer cette constitution, leur démarche, moi, je ne pense pas que ça va aboutir. Donc, ils savent que ça ne va pas aboutir, mais ils vont quand même. Ils y vont quand même. Bon, ils ont leur motivation. Pour distraire la population. Ils ont leur motivation. Ils ont leur motivation. Certainement, ils ont un plan B aussi. Parce qu'ils sont en politique, c'est comme ça. Quand on a un plan A, on a aussi un plan B. Ils ont leur motivation à eux que moi, je ne maîtrise pas, que je ne maîtrise pas. Mais je l'ai dit, et je l'ai dit toujours, il ne faut pas négliger cette opposition. Vraiment, il ne faut pas le négliger. Avec ce qu'on a vu, c'était le mardi, non? Le lundi ou le mardi? Qu'est-ce qu'on a vu selon vous? Non, ces jours-là, déjà, il n'y avait pas d'embouteillage. Il n'y avait pas d'embouteillage. Je parlais avec un frère. C'est parce que les gens avaient peur de sortir. Peu importe, ça c'est maintenant, c'est le fond. Si je disais ça à un juriste le même jour-là, je dis, quand vous dites que les gens avaient peur de sortir, ça maintenant, c'est le fond. Mais dans la forme, qu'est-ce qu'on va dire? Que ces jours-là, les activités n'ont pas tourné habituellement. Nous avons vu des magasins qui demeuraient comme ça fermés. Et il y avait de jeunes gens qui le matin disaient aux gens, non, allez au boulot, sortez, allez pour travailler, allez donc. Les fêtes, je suis journaliste. Nous, en journaliste, madame, les fêtes sont sacrés, vous le savez très bien. Le matin, ces jours-là, le matin, il y avait de jeunes gens qui venaient dire aux gens, non, sortez, aujourd'hui, il n'y a rien, c'est une journée ouvrable. Les fêtes, déjà, d'avoir ces faits-là, déjà prouvaient à suffisance que les choses n'allaient pas normalement ou les choses n'ont pas tourné normalement. Je parle avec un frère qui a quitté chez lui à Lupin. Il habite Lupin. Il a quitté Lupin à 6 h. Aux alentours de 6h30, il était déjà ici en ville. Alors qu'on connaît, avec les embouteillages qu'il y a déjà ici très tôt le matin, il est probablement impossible ou difficile de quitter à 6 h à Lupin pour arriver en ville à 30 ou 20, dans 30 ou 20 minutes. Donc voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas négliger cette opposition. Avec ce qu'on a vu là, il ne faut pas le négliger. Parce que ces jours-là, il y avait des magasins qui étaient fermés. Les faits, l'intimidation, les gens avaient peur, tout ça, ça maintenant c'est dans le fond. Si on est dans le fond, on a vu aussi sur les réseaux sociaux, on a vu des messages pour dire aux gens, non, ne sortez pas ces jours-là. Si vous sortez, on va détruire vos véhicules, on va. Maintenant, ça, c'est le fond. Mais dans la forme, dans la forme, c'est qu'on a vu et que les activités n'ont pas tourné normalement comme cela en est d'habitude ici à Kinshasa. Donc, la démarche de l'opposition, oui, ils sont aussi dans leur droit, dans la liberté de penser, de déposer une plainte. Moi, d'ailleurs, je salue parce que je pense que cette opposition-là, le fait pourrait dans leur justice, c'est qu'ils font déjà confiance à cette justice. Alors, aux juges de nous dire simplement la loi. S'ils voient que leur démarche ou leur plainte n'est pas conforme,
ils peuvent juger, ils peuvent le rejeter. Ils parlent de la requête sera peut-être fondée et non recevable. Ça, c'est normal. S'ils voient qu'ils sont dans leur droit et qu'ils sont dans la logique, qu'ils reçoivent la lettre. Donc, bref, je demande simplement au juge, une fois que la démarche sera accomplie, que le juge dise la loi. C'est tout ce que je peux dire. Lorsque vous dites qu'il ne faudrait pas minimiser l'opposition par rapport à la journée du 3 juin et qu'on ne va pas prendre l'opposition comme certains disent, l'opposition à pété-pété. Surtout pas ça. Surtout pas ça. Surtout pas Alors, ça. il faut trouver intérêt d'entente par rapport à cette question. Qu'est-ce que vous suggérez? Bon, moi, je suggère simplement un dialogue. Ça, c'est ce que je suggère. Un dialogue. Parce que quand on dialogue, nous sommes des Bantous, madame. Tous nos conflits, c'est depuis la tradition, tout le conflit, on se met autour d'une table, on traite, et à la fin, on lave les mains pour dire qu'on va trouver une option. Ici, je suggère simplement un dialogue. Un dialogue parce qu'il faudrait dire qu'aujourd'hui, même dans les passés, nous l'avions vu, il y a des manifestations de l'opposition qui ont causé des morts. C'est-à-dire qu'il y a des compatriotes qui sont partis comme ça à cause de manifestations de l'opposition. Donc, il est pour moi, par rapport à votre question, s'il faut suggérer, je suggère un dialogue. Que les deux parties se mettent autour d'une table, parler Congo, et non parler de quoi, des intérêts individuels, mais parler Congo, se mettre autour d'une table pour parler Congo. Prendre cette constitution et le mettre autour dans la table, essayer de voir, pas seulement la constitution, je m'appelle là-dessus, pas seulement la constitution, mais les lois de la constitution, ainsi que tout le texte, toutes les lois qui accompagnent cette constitution-là, les mettre autour d'une table. Essayez maintenant d'adapter ces lois-là au profit de cette population qui souffre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici en train de débattre sur la constitution. Mais apparemment, c'est comme si on a oublié l'Est. On a oublié que l'Est est occupé. On a oublié que l'État ou le gouvernement en place, ou l'autorité en place ici, ne contrôle pas certains coins ou certaines villes du pays. On a oublié. Nous tous, nous sommes focus sur la Constitution. Mais nous oublions qu'à l'Est, là, il y a les gens, nos frères qui meurent chaque jour. Il y a nos mamans qui sont violées. Donc, voilà pourquoi je dis ici, je suggère à ce que un dialogue soit organisé, parce que je pense que l'opposition est favorable au dialogue. Donc, il est simplement, il est temps que nous privilégions la voie des pourparlers pour trouver la solution. Parce que le pays est occupé. Là, j'insiste vraiment. À l'Est, là, on ne contrôle pas. Là où le rebelle siège, nous parlons avec des gens, nous sommes journalistes, nous parlons avec ceux qui sont là-bas sur place, à Goma et Bukavu. Mais c'est la terreur. Moi, récemment, ici, on a arrêté un ami à Bukavu. On l'a arrêté, on l'a séquestré dans des conditions inhumaines. Inhumaines jusqu'à ce qu'il a été relâché une semaine plus tard. Donc, pendant qu'ici, nous débattons Constitution, à l'Est, nos mamans meurent. Donc, apparemment, c'est comme si nous avons oublié le problème de l'agression à l'Est et on est focus sur la Constitution. Donc, ici, c'est que je suis simplement un dialogue, pour parler entre les deux côtés. Il va aboutir au partage du gâteau, ils auront des postes. Bon, déjà, moi, les dialogues pour aboutir au partage du pouvoir, je ne suis pas pour ça. Mais connaissons nos politiciens, une fois au dialogue, par manque de confiance, bien sûr, parmi les dernières solutions qui seront trouvées, il y aura, bon, on va travailler ensemble. Mais il faut voir aussi, on va travailler ensemble. Pourquoi? C'est là où ça pose problème. Mais je pense que dans un dialogue, si on dialogue, on peut, pourquoi ne pas dialoguer aussi? Vous dialoguez, vous mettez en place le texte et que vous laissez cette majorité-là poursuivre ou terminer son mandat, bien sûr dans le respect de loi. Vous laissez cette majorité-là terminer leur mandat, parce que la majorité aussi, une fois, il y a le gouvernement de l'Union nationale, mais le mandat, qui incombe la responsabilité du mandat? Personne. Et ils vont dire, voilà, on a travaillé ça avec les opposants. Donc voilà, moi je me dis, si on faut aller dans un dialogue, l'opposition doit faire confiance simplement à la majorité. Le texte qui sera, on peut par exemple, j'avais aimé quelque chose, mais qui ne s'est jamais réalisé, l'accord de Saint-Sylvestre, en son temps, où
On a laissé, en principe, les pouvoirs devaient continuer, mais les contrôles étaient à l'opposition. Moi, je pense qu'il faut prendre même ces schémas-là par rapport au compromis. Je suis partant. Qu'on laisse, par exemple, le pouvoir d'exécuter ce qui sera arrêté ou ce qui sera conclu, et à l'opposition de pouvoir contrôler. Moi, je pense qu'avec ça, on peut simplement aboutir, mais qu'il y ait la confiance. Mais connaissant nos politiciens ici, où il y a un manque de confiance, l'opposition cherchera toujours à gouverner aussi. Voilà, puisque vous avez parlé de la rébellion, Jean-Marie Kamenga, est-ce que cette plainte ne devait pas viser ceux qui ont pris le pouvoir, qui occupent une partie du pays, c'est-à-dire la rébellion et AFC 23, parce que Félix Tshisekedi était un président élu en fonction. Le coup d'État, ceux qui cherchent à faire un coup d'État, c'est de l'autre côté. Non, ici, il n'y a pas de problème. Coup d'État constitutionnel, occuper illégalement une partie du pays. Oui, le pays est attaqué. Ouais. C'est parmi les prérogatives du gouvernement. C'est de protéger et de sécuriser le pays. Mais vous, l'opposition, vous devez faire la pression de ce côté-là aussi. Nous, on a fait beaucoup de propositions à l'actuel gouvernement. Et à chaque fois, quand lui vient de parler du dialogue, mais à chaque fois que nous parlons de dialogue, il y a qu'une seule question. Vous pensez que c'est le dialogue qui va terminer la guerre. Mais l'expérience que nous avons dans ce pays a été pratiquement balkanisé. Entre 2000 et 2002, ce pays était pratiquement balkanisé. Mais après Sun City, ce pays a trouvé son intégrité et limité. On a vu ce qu'il y a eu et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur cette voie démocratique. Il a parlé quelque chose de très important que quand aujourd'hui vous vous retrouvez des juristes et d'interpréter une loi, chacun donnera sa version selon sa position. Et c'est ça la malhonnêteté intellectuelle congolaise. Puisque le droit, quand on dit le droit, on dit réellement le droit. Et aujourd'hui, regardez, on a eu ce qu'on a eu le mercredi. Mais quand vous prenez quelqu'un de l'Union sacrée, il vous fait croire qu'il n'y a pas eu ville morte, il n'y avait rien, c'est normal. Donc, nous, on devait recourir toujours de leur façon, aller prendre des caracasses de véhicules, jeter dans la rue, brûler le pneu et qu'on sort. Nous, on savait qu'aujourd'hui, l'industrie du transport est contrôlée par l'Union sacrée. On savait ça. On savait. Quand vous prenez le nombre de motos, les 3 cycles, vous prenez les taxis, vous prenez les 207. Toute cette industrie-là est contrôlée par l'Union sacrée. Le véhicule, on a laissé le véhicule sortir. Puisqu'on a dit qu'on a intimidé des gens, non, le véhicule ne va pas sortir, on va casser. Mais tous ces véhicules qui sont sortis, qui a cassé qu'un seul véhicule? Mais le véhicule était au parking, mais la population a dit non. Nous n'allons pas prendre ce véhicule, nous restons chez nous. C'est ça l'intelligence d'une opposition. Donc, nous n'allons pas prendre la même chose et refaire. Mais nous amenons maintenant quelque chose de nouveau, puisque nous savons quelle société nous vivons. Quand vous allez dans des marchés, des étalages pour les histoires à manger ont fonctionné, puisque les gens devaient manger. Mais là, on vendait les habits consorts, il n'y avait personne. Vous avez déjà vu où, à 11 h, le bourgmestre donne des consignes, le ministre provincial donne des consignes au bourgmestre de passer magasin par magasin. Si vous n'ouvrez pas, vous n'allez plus travailler. Et vous dites que les gens n'avaient pas obéi au mot d'ordre de l'opposition. C'est cette malhonnêteté intellectuelle. Mais les entreprises avaient quand même... J'ai dit que même lui, Liao, qui a donné le communiqué que les fonctionnaires soient là, lui-même n'était pas dans son bureau, dans son cabinet. Liao n'était pas là. Toi, tu as entendu le mercredi des gyrophares? Tu as entendu le fiscal seul gyrophare, même sur le boulevard? Tout le monde était à la maison, ils ont obéi au mot d'ordre de l'opposition. Le ministre était là. J'ai dit que le ministre était chez eux.
puisque même des conseillers aujourd'hui au Congo circulent toujours par gyrophare. Il faut écouter que moi je suis du pouvoir. Il n'y avait même pas de son. Au moins Kinshasa était calme ce jour-là. Il n'y avait pas aussi les agents de transport dans les routes. Il n'y en avait pas aussi. Voilà. Donc, les gens ont respecté le mot d'ordre. Et tu as vu le petit là qui a dit, tu as déjà vu un motard avec toute l'insolence qu'ils ont prendre quelqu'un de la 7e rue jusqu'au marché central gratuitement. L'argent a été... Si la journée a été une réussite, pourquoi vous changez alors les... J'ai dit que... Non, ça, ce sont des démonstrations. Ouais. Cette opposition y a pété. Va au lieu à la cour aussi avec beaucoup de facilité. N'a pété nyoso. Nous allons aussi faire le sitting, n'a pété. Et si le pouvoir s'entête, nous allons nous retrouver toujours n'a pété. Et la solution se trouvera aussi n'a pété. Entre-temps, la démarche avance. La démarche avance, mais ils seront contraints n'a pété. Non, j'ai dit qu'ils seront contraints n'a pété. Vous savez, quand il y a une révolution, les gens prennent ça comme une aventure. Mais au finish, vous avez le résultat. Est-ce que la solution, c'est pas comme venez de dire confiance? Si nous, c'est que mon jeune frère vient de dire, l'opposition a tout fait. L'opposition a lancé cet appel au dialogue. Et les gens... Vous oubliez la main tendue du chef d'État. Non, j'ai dit ceci. Cette main tendue-là, vous n'avez pas répondu. Non, on ne va pas répondre à un dialogue que lui va nous imposer ces thèmes de référence. Donc c'est vous d'imposer. Non, nous devons trouver... Non, quand vous allez à un dialogue, quand il y a un conflit, toi tu viens avec la thématique, moi je viens avec la thématique, nous mettons ensemble. Toi tu dois perdre certaines prérogatives, moi je vais perdre, moi je vais gagner quelque chose, toi tu gagnes, c'est ça la discussion. Toi tu ne vas pas m'imposer quand toi tu es aussi en position de faiblesse. C'est ça la réalité. C'est ça le dialogue. Donc le vrai problème que nous avons tendu la main, mais les gens croient que nous aussi nous avons tendu la main, mais eux ils croient que nous avons besoin d'entrer dans leur beefsteak. Nous disons que discutons de causes profondes de ce qui nous arrive à chaque fois dans ce pays. Aujourd'hui, malgré tout ce que Dieu nous a donné, quelle vie nous menons par rapport à des petits pays qui n'ont rien? Ils n'ont même pas la richesse. Les Congolais manquent même à manger. Nous avons 4 saisons. Si dans l'ouest ici, dans le Congo central, les Kwilu, les Grands Bandundu, ils sont en saison sèche, à l'équateur, il y a plein de pluie. Au Kivu, il y a la pluie. Au Katanga, il y a la pluie. Quand les autres sont en saison de pluie, les autres sont... Donc, on ne peut pas manquer à manger. Mais nous sommes dans cette situation. Je ne parle pas des minéraux, je ne parle pas de bois et consorts de nos forêts, mais à manger, l'agriculture. Le Congo manque à manger. Et vous trouvez ça normal? Donc vous refusez de dialoguer, mais vous ne faites rien. Le terrain d'entente, est-ce que pour trouver une issue favorable par rapport à ça? Le Congo nous appartient tous. C'est comme il a dit, mettons-nous ensemble, résolvons les causes profondes. C'est 1 million. À chaque 2 ans, il y a toujours un conflit de gouvernance. Moi, je reviens aujourd'hui à la Constitution. En 2018 et en 2019, Félix est président de la République. Il prête serment sur la Constitution. Et il n'est pas convaincu de cette Constitution. La bonne manière serait quoi? C'était de réviser. Il fallait qu'il les fasse bien avant. C'est ce que vous avez en 2023, il revient avec la même Constitution. Il lui reste 1 année de transition pour qu'il parte. C'est le moment qu'il trouve que cette Constitution n'est pas bonne. Il faut changer la Constitution. Il est dans ses droits. Non, ce n'est pas... La Constitution n'est pas son histoire en lui. La Constitution, c'est un pacte social que nous tous, nous sommes engagés à respecter. C'est un texte. C'est comme la Bible. C'est comme le Coran. Nous devons la respecter et respecter le texte. Cette Constitution est sacrée. Puisque lui, quand il prête serment, il ne prête pas seulement devant nous seulement. Il prête serment, je jure devant Dieu et devant le peuple congolais.
Donc, ce texte-là est sacré. La Constitution, c'est un pacte. Ce n'est pas un document comme tout autre document. C'est un pacte social qui engage tout le monde et que nous tous, nous sommes obligés de la respecter. Voilà, nous allons conclure confiance Kiawete. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire? En guise de conclusion, ce que je peux dire, je commence d'abord par l'Union sacrée. Ces jours-là, ce qu'ils ont fait, eux-mêmes ont accompagné la démarche de l'opposition. Je m'explique. Comment expliquer? On s'élève comme ça, un bon matin, et on voit des jeunes gens nous demander d'aller travailler. Comment on peut se réveiller comme ça, voir des gens aller demander aux propriétaires de magasins d'ouvrir leur magasin. En tout cas, cette stratégie-là était une manière, pour moi, j'avais vu ça, c'était une manière d'accompagner. Est-ce que ce n'était pas face au message aussi lancé par l'opposition la veille? Donc, l'opposition. C'est ce qui a effrayé aussi. Mais on le faisait toujours, même quand on était tous ensemble. Toi, tu voyais les traits que nous lançons quand on était ensemble, au rassemblement, même à la dynamique. C'est la première fois. Apparemment, les stratégies de l'opposition ont marché, mais les stratégies du côté de l'Union sacrée, ils ont certaines stratégies qu'ils ont prises, ils ont accompagné cette opposition-là. Parce que déjà, quand je me lève le matin, moi, c'était une première pour moi de voir des jeunes gens demander aux gens d'aller travailler. On a vu des motards transporter les gens gratuitement. Là, on connaît nos motards. Un motard ne peut pas, c'est sa moto privée, ou soit la moto appartenant à lui, il travaille. Son travail. Il ne peut pas quand même transporter quelqu'un qui ne connaît pas gratuitement. Donc, cette stratégie-là, déjà, ils ont accompagné. Prochainement, ils doivent changer de stratégie parce que ce sont des bonnes guerres. Comme quoi, par exemple? C'est la démocratie. Ce sont des bonnes guerres. Comme quoi, tout le monde qui appartient à l'Union sacrée va aller travailler. C'est ça. Sans bruit, d'ailleurs. Hein? Donc, on se lève comme ça. L'opposition dit, ne sortez pas. Mais vous, quand même, vos militants, ou ceux qui sont à vous, le peuple, parce que le peuple est partout. Le peuple de la majorité, il est aussi dans l'opposition. On n'a pas fait un sondage dans notre pays pour savoir quelle est la partie qui a beaucoup plus... Plus des pourcentages du peuple. Oui, on n'a pas fait le sondage. Le peuple est partout. Il y a les peuples qui sont dans l'opposition et ceux qui sont dans la majorité. Mais au moins, ces jours-là, il y avait un sondage. Donc, dire, par exemple, à vos gens, c'est que vous écoutez, d'aller vaquer librement. Mais évitez cela, parce que nous avons vu des jeunes gens déjà marcher à 6 heures, madame. Moi, j'étais sur l'université vers Capé, là. J'étais là, à 6 heures du matin. J'ai vu des jeunes gens sur les motards en train de marcher, en train de klaxonner sur des motards. Une maman de 60 ans qui doit aller sortir pour aller à Gambela, à 6 heures ou à 5 heures du matin. Il voit des jeunes gens marcher comme ça dans une journée pareille. Automatiquement, elle ne sort plus. Elle aura peur. Elle va rentrer. Vous voyez, donc, cette stratégie-là, je pense que c'était une manière d'accompagner l'opposition. En bref, ce que je peux conclure, je pense il est temps, avec ce qu'on a vu là, que les deux partis se mettent autour d'une table. Si le pouvoir en place, l'Union sacrée, le président de la République, initie et qu'il invite l'opposition, certainement l'opposition ne viendra pas. Alors il faut trouver un médiateur. Il y a le... Parce que la SENCO et le CCE aussi récusés par les pouvoirs. Donc, pourquoi pas se confier même au niveau de l'Union africaine avec les médiateurs qui ont été mis en place. Donc, il est temps que les deux parties se mettent autour d'une table. Parce qu'il y a l'enjeu ici. Il y a une question majeure qui est oubliée aujourd'hui. L'Est de la République. L'Est de la République est sous occupation, madame. Tel que vous êtes là, pour aller les fiscs à Goma. Ce n'est plus facile, nous connaissons. Il faut faire des contours, il faut contourner par-ci, par-là, que Goma, c'était en une journée, et même pas en une journée, c'était une question de heures ou de minutes. Vous arrivez à l'aéroport, vous prenez l'avion, vous atterrissez à Goma. Mais aujourd'hui, pour aller à Goma, ça devient un problème. Goma n'est plus la République démocratique du Congo. Voilà ce que je peux dire. Donc, non, c'est la République démocratique du Congo. Non, c'est la République démocratique du Congo. Non, ce que lui vient de dire est très important. Non, écoute, oui, madame. Il a dit on doit se mettre sur une table pour trouver la solution. Oui. Mais dire que c'est plus la République. Non, madame. Je ne vais pas affirmer. Oui. C'est une question que je pose. Je dis, est-ce que Goma n'est plus en République démocratique du Congo? Peut-être. Oui, madame, moi je soutiens ce que lui dit, puisque aujourd'hui, il y a une nouvelle
carte d'identité que le 1-23 vient de mettre en place, qu'on est en train de donner aux gens là-bas. À l'époque, moi, je pouvais quitter Kim en passant par exemple par Entebbe ou bien en passant par Kigali. Avec ma carte d'électeur, j'entre à Goma. Mais aujourd'hui, on va m'exiger ce document-là, que moi, je n'en ai pas. Moi, j'ai ma carte d'électeur. À ce moment, moi, je fais quoi? Donc, c'est pour dire que c'est ça notre danger aujourd'hui, que la majorité ne voit pas. Peut-être nous, on est en train d'aider la majorité à comprendre quel danger qui guette notre pays. Et aujourd'hui, quand vous parlez de sondage, la ville morte, on a très bien dit, la ville morte, il n'y a qu'avec une seule ville, c'est la ville de Kinshasa. Mais toute la ville de la République a manifesté. Donc, c'était un mécontentement. Donc, le peuple congolais, dans son entièreté, est mécontent de la gestion de ce pouvoir. Donc, c'est l'alerte que les Congolais ont fait comprendre à ce gouvernement. La prochaine fois, j'ai dit que c'est le peuple congolais. J'ai dit bien qu'il y avait la ville. Non, j'ai dit ceci. On a dit la ville était. On avait un problème de la ville morte, mais au moins ce jour-là, le pays était mort. On a assisté à un pays mort. Jean-Marie Kaminga, alors que d'autres personnes étaient aussi au travail. Mais quand vous êtes 10%, vous étiez ici. Liao a dit que par jour, si nous n'allons pas au travail, nous perdons 300 millions de dollars. Tu me diras que le mercredi, ils ont fait ne fût-ce qu'1 million de dollars. Si par jour nous perdons, dans ce jour-là, il n'y avait pas de travail, on a tout perdu. S'il y a 10 personnes qui sont venues dans des bureaux, vous dites que c'est ça, c'est la minorité qui est sortie, mais la majorité a dit non. Alors, il y a une question pour vous, Monsieur Jean-Marie Kaminga. Ouais. Bonjour, madame. Je voudrais que votre invité qui soutient à ce qui est dialogue actuellement dise aux Congolais comment le dialogue peut-il pacifier l'Est du pays de manière définitive pour qu'on soutienne telle pensée. C'est signé Maître Junior Boloka. Merci, Monsieur Junior. Oui. Moi, j'ai toujours pensé à ceci. Aujourd'hui, dans notre pays, tout le monde qui prend les armes croit qu'après avoir pris les armes, il va entrer dans le pouvoir, puisque Sun City, là où ils n'ont pas réussi, puis ils n'ont pas mis le belligérant, n'ont pas mis de mécanismes pour stopper un peu ces histoires de guerre. Nous disons ceci. Les dialogues que nous partons maintenant, c'est pas d'abord pour le pouvoir, mais nous devons mettre des mécanismes qui doivent être accompagnés. Quelqu'un qui prendrait des résolutions en cas où quelqu'un prend les armes contre la République, cette personne doit être, par exemple, condamnée à mort. Ce sont des mesures dures qui doivent décourager tous ces Congolais qui croient que pour venir au pouvoir, il faut prendre des armes. Ce sont des choses qu'on doit même insérer dans la Constitution. Ce sont des résolutions dures que nous tous, nous devons nous engager. Désormais, nous ne ferons plus ça. Désormais, quiconque fera ceci sera victime de ça et ça. Et c'est en ce moment, quand il n'y a pas la répression, c'est comme ça que nous voyons que le peuple congolais maintenant commence à prendre la patrie comme si c'était une aventure. Ça, c'est notre vie. Ça, c'est ce que Dieu nous a donné d'important et nous devons la respecter et nous devons nous soumettre aux lois de la République. Vous voulez ajouter quelque chose là? Oui, j'avais ajouté quelque chose. Ce sont ce genre de textes d'ailleurs qu'il faut mettre ou insérer dans la Constitution. Quelqu'un qui tient les armes pour tuer, on vous tue. Et puis, il faut dire que même si vous êtes là, une fois qu'on va vous récupérer, on vous tue, il n'y a pas de pardon. Ce sont des textes pareils qu'on doit insérer dans notre Constitution. Vous détournez par exemple de l'argent, on vous tue. Madame, je le dis toujours, quelqu'un détourne. Je prends un exemple, un ministre détourne de l'argent. Vous avez une trace, il a détourné de l'argent. Vous le prenez, vous le jugez en procédure de flagrance, vous le condamnez à mort et on le tue. Madame, tous les ministres qui sont restés, la personne ne va plus voler. Alors, lorsque vous parlez des dialogues, ça encore c'est une autre question. Oui. Et les dialogues passés,
Est-ce que là aussi, il n'y a pas eu des résolutions fermes entre toutes les parties et qui aujourd'hui ont souffert d'applications pour qu'on revienne encore sur une table? Mais c'est ça la Confiance répond et puis vous... Si seulement il y en avait, madame, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il y en a jamais... Le dialogue, pourquoi aujourd'hui, moi personnellement, je parle du dialogue parce que l'armée a montré ses limites. Aujourd'hui, l'armée n'arrive pas à récupérer nos territoires. Nous devons être, je parle de Goma et Bukavu, bien sûr qu'il y a des territoires qui sont récupérés, certes, mais le camp de ville, Goma, Bukavu, Bunagana ne sont pas encore récupérés. Donc l'armée ici a montré ses limites. Alors pourquoi ne pas privilégier les dialogues? Les dialogues vont nous permettre à ce que nous puissions organiser l'armée, avoir une armée forte qui sera capable d'aller conquérir, reconquérir, récupérer nos terres qui sont occupées jusqu'ici, madame. Merci. Donc, c'est-à-dire que j'ai cette question à vous pour conclure. C'est-à-dire que dans les dialogues passés, c'est ça qui est, il n'y avait pas eu de décision ferme qu'aujourd'hui vous cherchez qu'on puisse voir. Non, c'est ça qui a fait que les Congolais sont devenus réticents au mot dialogue. Oui. Puisque les gens qui allaient au dialogue voyaient plus l'intérêt personnel, mais ne voyaient pas comment consolider l'unité nationale et renforcer le patriotisme. Donc, nous voulons maintenant un dialogue que nous tous, nous devons nous engager en prenant des résolutions que personne ne peut encore marcher contre la République. Merci. L'émission est finie. Merci, Constant. Confiance qui a été. Merci. Merci Jean-Marie Kamenga. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou Montiri. Et je dis aussi merci à un fils, Chérubin Kabouma. Chérubin Kabouma qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Et heureux anniversaire, fiston. Chérubin Kabouma. Voilà. Heureux anniversaire, Chérubin Kabouma. Que Dieu te bénisse, tu grandis en sagesse, intelligence. Heureux anniversaire, Chérubin. Voilà, bénisse tes études. Voilà, l'émission est finie. Voilà, monsieur, merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à vous tous. Je vous retrouve lundi avec le même plaisir. Au revoir.